dommage que les représentants du ministère des Télécommunications, de la Communication ne soient pas là. Il est là, peut-être qu'il va un peu commenter sur l'exposé. Pour moi, je me dis, si la France, qui est une puissance au niveau économique, au niveau technologique, qui a proposé à ce qu'on puisse attendre jusqu'en 2020 et que nous, dans nos pays, on nous dit qu'il faut être prêt en 2015, je me dis que quelque part, ce n'est pas pragmatique, alors qu'on conseille le pragmatisme dans cette technologie. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou ce n'est pas une suggestion que je donne à M. Jacques. J'allais demander ce que vous conseillez aux différents partenaires qui s'attendent à migrer vers cette technologie, ce qu'il faut faire, mais je pense qu'on le trouve dans la conclusion. S'il y a moyen de partager l'exposé avec les différents partenaires, soit par nous donner les documents ou sur le USB, pour qu'on puisse avoir accès à la présentation. Mais aussi, je voudrais que les participants puissent tenir compte de cette présentation et qu'ils puissent figurer dans les recommandations à la fin de ce colloque. C'était ça mon intervention. D'euros pour la réservation pour la radio terrestre numérique. Ces coûts concernent quoi? La réservation satellitaire Non, la mise en place des émetteurs numériques et la mise en place d'un multiplex sur toute la Bretagne. Il voulait faire une expérimentation en Bretagne et il a demandé cette somme-là pour la mise en place des émetteurs. Mais ça sera cher, c'est sûr. Monsieur Jean-Jacques, il ne faut plus vous adresser à lui directement. À moi d'abord. D'accord. Et puis j'irai à lui. Parce qu'il maîtrise bien son sujet et tu es trop inquiet. Exprime ton inquiétude et puis passe le micro à d'autres. Merci beaucoup. C'était juste cette question. Je voulais savoir où on va et si en France on n'est pas encore prêt, quel conseil nous donnerez-vous et qu'on ne sera même pas prêt. Merci. Passez à Albert. Je suis curieux de l'entendre parler. Albert. Juste quelques précisions, parce que je n'ai pas pu tout suivre de l'exposé, mais la vraie question est aussi du côté du receveur. Je veux dire, s'il y a des émetteurs numériques, il faut aussi avoir des récepteurs numériques. Je veux dire aussi, tant que la Chine ne commence pas à produire des récepteurs numériques à $1, ça ne va pas augmenter la pénétration, enfin ça va faire reculer la pénétration de la radio d'office. Donc, je veux dire, pour la télé c'est beaucoup plus simple, la radio c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, oui. Je ne sais pas si on se comprend, si tout le monde... Non, nous on a tout suivi. Ce que je veux dire, donc, ce qui est important dans ce que je dis, oui, c'est tant que le petit Zamou chez lui à la maison n'a pas un petit receveur numérique, oui, ça ne sert à rien tout ça. Absolument. Plus bref encore, Innocent. Disons oui. Juste deux petites questions. Est-ce que le cas français est une règle, est une tendance générale en Europe et au Nord, ou c'est une exception? Est-ce que dans le cas français, il n'y a pas de considération de type plutôt syndicalo-professionnel que technico-financière? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charabia? Non, c'est presque. Mais non, je veux dire, simplifie et essaye de vulgariser. Oui, parce qu'à un moment, il semble qu'il y ait des résistances en France vers la radio numérique, parce que les gens estimaient que ça allait mettre en cause certains métiers ou que ça allait provoquer des réductions de ceci, de cela, et que donc certaines résistances n'étaient pas liées ni aux coûts financiers, ni aux problèmes techniques, mais plutôt à cette considération de préserver disons, des catégories professionnelles plus ou moins.
Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Mais est-ce que cet aspect a toujours son importance là-dedans? Et plus encore, est-ce que la France n'est pas en arrière, justement, n'est pas en retard par rapport à d'autres pays européens, notamment, et aux pays de l'Amérique sur cette numérisation? Parce que moi, l'exemple que vous avez donné qui est de la France, est-ce que ce n'est pas un cas isolé dans l'ensemble du Nord, par exemple? Ça, c'est très bien dit. Je voudrais vraiment savoir si il n'y avait que les grands prix à mettre à la radio. C'est comme l'histoire du vinyle et du CD. Aujourd'hui, les vinyles sont des collections. Europe 1, RTL sont encore sur AM, donc ça ne pourra pas déranger. Mais la question que je voudrais poser, est-ce qu'il n'y aura pas une autre RNT pour les gens pauvres? On a parlé de tout, mais on a oublié le World Space. Depuis qu'on a parlé de cette nouvelle technologie, le World Space était vraiment africain et il a beaucoup servi à des paysans africains et à tout le monde. Alors, je pense, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y aura pas une autre façon, un autre palliatif pour aider ceux qui seront en retard pour recevoir cette radio, peut-être d'une autre manière que celle de l'image de la France. Je n'ai rien compris. Vous l'avez compris, Jacques, il n'a rien compris. Ce n'est rien. Moi, ma question, c'est au sujet des réflexions qui se mènent en Europe. Bon, on sent qu'au niveau de l'Europe, on réfléchit tous les jours, on veut changer tous les jours, et parfois ça nous surprend. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui pousse qu'on réfléchit tout de suite à changer et à passer au numérique. En menant ces réflexions, est-ce qu'on pose des questions, par exemple, aux auditeurs qui disent que non, ces technologies présentent déjà des imperfections, il faut améliorer, ou ce sont des chercheurs dans leur labo qui se disent « bon, ça fait une année qu'on utilise cette technologie, il faut qu'on change ». Voilà. Je viens d'ouvrir un RDC. Si je vous ai bien suivi en France, avant la libéralisation des organes de presse, il y avait des radios pirates qui avaient comme objectif de pouvoir asseoir en quelque sorte la démocratie. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a plusieurs radios qui sont en train de naître dans le but de faire passer son opinion ou ses opinions. Et pour nous, nous pensons que c'est vraiment positif. Aujourd'hui, dans la partie où j'habite, presque chaque village cherche à avoir une radio. Mais avec ce système ici, la RNT, ça s'appelle Radio Numérique Terrestre, ce sera une manière pour moi de tuer la démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Le débat a commencé? Non, pas encore. Les inquiétudes, c'est fini. Vous avez compris, Jacques? Si je résume, c'est cher. Le coût les a inquiétés. Puisque c'est inaccessible au niveau des coûts, faut-il laisser tomber, même si c'est utile? Troisièmement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres palliatifs? En fait, c'est pour le résumer. Et le reste, vous complétez. Alors, oui, je vais essayer de faire le tour. Alors, d'abord, la première question. J'avais oublié, il y a quelqu'un là-bas qui a tout simplement dit qu'il n'a rien compris. C'est pourquoi, au début, je vous avais demandé de vulgariser cette science. En réalité, moi-même, non, sans tricher, moi-même, ma manœuvre de digression est très réduite parce que
J'essaie à peine de comprendre. Il faut avouer que le sujet est un tout petit peu complexe. La première question qui est revenue dans la bouche de plusieurs personnes, c'est pourquoi, dans ces conditions, passer à la RNT. Alors, il y a eu des avancées sur la thématique du numérique concernant la télévision. Je les ai un peu expliquées dans l'exposé. Et il y a des avantages pour les compagnies de téléphonie mobile. Ils récupèrent les canaux qui sont libérés par les télévisions puis par les radios et qui vont être utilisés pour accroître les couvertures des réseaux. Je crois que c'est un des éléments importants. Et puis, il y a les appétits il peut y avoir les appétits d'industriels qui voient un effet d'aubaine dans cette question-là, en termes de construction d'émetteurs, de radios. C'est des hypothèses, hein, mais fondamentalement, c'est parti des compagnies de téléphone et il y a d'autres appétits annexes à cela. Deuxièmement, le coût. Le coût est important. Je vous ai donné le coût de David Kessler qui proposait une expérimentation sur la Bretagne. Je ne garantis pas le montage de David Kessler. Peut-être que les choses peuvent être pour des radios sur un village, etc. Le coût d'un émetteur peut-il être moins cher, mais il sera cher, surtout au début. Troisièmement, le palliatif. Alors, le problème, c'est que cette question-là nous est imposée. Vous vous êtes pas réunis, vous, radio, pour décider, vous, de passer au numérique. On vient vous dire, en 2015, puis maintenant en 2020, faudra arrêter vos émetteurs et prendre des émetteurs numériques. Et donc, vous êtes confrontés à cette interpellation. Ce n'est pas la progression de votre média, de votre travail en radio, qui vous a amené à proposer de passer au numérique. Ça, c'est important. C'est-à-dire, vous répondez à quelque chose qui vous est quasiment imposé. Que faire? Alors, évidemment, ce que j'ai dit à la fin, il faut avoir des exigences. Il faut avoir des exigences. Et l'exigence première, principale, celle qui concerne et les auditeurs et les opérateurs, et quels que soient d'ailleurs les opérateurs, que ce soit des commerciaux, de services publics ou les associatifs, c'est la continuité du service. Nous ne voulons pas arrêter de rendre service à nos auditeurs. Nous leur offrons quelque chose d'important. Les radios associatives, j'ai décrit l'importance de leur mission. Les radios commerciales, le service public ont des choses importantes à donner à leurs auditeurs. On ne veut pas arrêter le service. Comment on va faire? On n'a pas les moyens d'acheter un nouvel émetteur. Comment on va faire? Vous allez supprimer la FM. Avec quoi on va émettre? Un émetteur, c'est vous qui allez nous le payer? Comment on fait? La bagarre, elle se situe à ce niveau-là. Elle se situe sur les moyens donnés pour cette chose-là. Dernier point, je réponds à la question de monsieur dont je n'ai pas le nom en tête, qui était intervenu pour demander s'il y avait un problème syndical dans la mobilisation en France. Il y a des problèmes de plusieurs ordres en France. Là, je vous ai montré un article de Libération qui montre les plus gros réseaux de radio. Et c'est les patrons qui ont fait la conférence de presse, c'est pas les employés. Hein. C'est les patrons qui ne veulent pas, eux, passer parce que ça va les obliger à ce qu'ils appellent la double diffusion, c'est-à-dire que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils seront obligés d'émettre en même temps un FM et en même temps un numérique, et que c'est un coût exorbitant. Il faudra qu'ils achètent les émetteurs en électricité. Enfin bon, tous leurs coûts seront multipliés par 2, donc ils ne sont pas d'accord. Il y a effectivement dans le service public des résistances de type syndical. Personnellement, ma motivation, l'une de mes motivations importantes, c'est la sauvegarde du système associatif. Il existe des radios associatives qui rendent des services incontournables, et dans le système qui nous est présenté, je ne vois pas leur sauvegarde. Hein. Je ne vois pas comment elles pourront faire. Hein. La France connaît une crise, on n'est pas encore au niveau de la Grèce, mais quand même, hein, on coupe budgétairement partout. Les gens ne vont pas se précipiter pour acheter eux-mêmes un nouveau poste numérique, donc ça va faire chuter l'audience des radios. Les radios n'auront pas les moyens de s'acheter des émetteurs, donc beaucoup risquent d'entrer en faillite. On est là dans une difficulté forte.
tant qu'il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus, c'est une mise en cause de la vie du secteur qui est suspendu derrière cette question-là. Alors, je réponds aussi sur la question rassurer ou inquiéter. Je pense que c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Je pense que vous avez tous étudié ce qu'allait donner la numérisation, que vous êtes tous inquiets pour vous sur ce que vont devenir vos radios. Peut-être que c'est rassurant de voir que sur un autre continent présenté comme plus huppé, les problèmes se posent exactement dans les mêmes conditions et qu'on est sur le même bateau sur cette question-là. Donc ça, peut-être, c'est un peu rassurant. En tout cas, je pense qu'il faut se poser ce problème, et quand on dans toutes les discussions qui seront menées sur cette thèse-là, c'est pas simplement refuser le numérique, la diffusion numérique, c'est refuser la rupture du service. Si on garantit, si les pouvoirs publics, si les organisations internationales, l'UIT, décochent des budgets énormes pour résoudre le problème, après tout, pourquoi pas, hein, si on a je regretterais quand même que le fait que les opérateurs de proximité n'aient plus la maîtrise de la chaîne de toute la chaîne de leur travail, mais ça devient un petit problème si la question budgétaire est résolue. C'était compliqué. C'est un peu plus clair. On commence à comprendre un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On est à 16h15. On peut aller à la demi. Vous êtes d'accord? Et Kino Dimo? Consent. Albert, vous avez d'autres inquiétudes? Tu es une mine. Je ne partage pas exactement les inquiétudes. Et le problème de la transmission, je ne sais pas comment ça va se passer en Europe, mais je pense à l'Afrique où on est, puisqu'on est moins huppé, on est aussi... le saut technologique peut aller beaucoup plus rapidement. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui se passe pour la télévision numérique? Par exemple, je sais que ce n'est pas exactement la même chose, mais... Ça oblige en fait aux gens qui aspiraient à être des télés avant, ça les oblige, enfin ça les permet aussi de se concentrer uniquement sur la production de contenu. Parce que la transmission n'est plus leur problème. La transmission a été prise par quelqu'un d'autre qui se spécialise là-dedans. Au Rwanda, on a la chance que déjà le gouvernement a investi là-dedans, donc après il y aura des privés. Et donc, entre les gens qui produisent du contenu, donc la radio ou la télévision traditionnelle, vont eux envoyer chez un distributeur. Mais ce qui nous donnera d'autres possibilités, parce que auparavant, en tant que radio tout simple, on était limité par nos moyens pour faire la couverture, par exemple, nationale. Mais à partir du moment où nous entrons dans cette ère numérique, où nous envoyons qu'un signal à un seul endroit et que le distributeur s'occupe du reste, je veux dire, nous, ça nous permet de vraiment se concentrer là-dessus et générer des revenus en tant que donc, des gens qui produisent du contenu. Mon inquiétude, qui est l'autre face de la pièce, comme Jacques parlait, c'est que justement, c'est du côté des receveurs. Ça veut dire les gens qui doivent réceptionner le signal. Je veux dire, il n'y aura que les gens qui ont un récepteur numérique qui pourront vous entendre. Et tant que ce n'est pas en masse comme n'importe quoi, c'est là que nous pouvons avoir une rupture. Mais sinon, à part ça, je crois que l'Afrique est dans une meilleure posture pour faire une migration, parce qu'il n'y a pas tout le développement de médias en Europe qui ont besoin de renouveler tout ça. Ici, le parc sera beaucoup plus petit, le coût sera de loin moindre. C'est lui justement qui pourrait être une solution pour nous, mais qui va poser d'autres problèmes. C'est-à-dire que nous qui étions producteurs de contenu, mais avec des équipements de diffusion, dans ce processus, on sera plus ou moins forcé d'évoluer vers quelque chose où on n'achète plus des émetteurs, mais qui a un opérateur qui, quelque part, centralise un petit peu les différents signaux qui viennent et qui les retransmettent. Mais ça va poser un problème. Qui est cette autorité? Qui est cet opérateur qui a le droit d'avoir des émetteurs? Est-ce que c'est un opérateur suffisamment indépendant pour qu'il soit crédible pour les opérateurs privés ou indépendants
que nous sommes pour certains, est-ce qu'il ne sera pas soumis à une autorité politico-technique qui après devient un problème? Moi, j'aimerais qu'on me dise, si jamais on y a réfléchi un petit peu du côté du ministère de la Communication, ça va être qui cet opérateur public qui a cette sorte de monopole des émetteurs? Parce que ça va poser des problèmes très sérieux, si on ne prend garde à cela. Tu ajoutes tout de suite, juste pour permettre à Jacques de se remettre à mémoire ces décideurs qui ont donné la date de 2015, s'ils ont pensé à l'aspect démocratique. Est-ce que je peux éclairer mon collègue là-dessus et frère innocent? C'est en fait, ces licences-là, c'est comme des licences de télécom. Ça veut dire que c'est comme si on va demander aux télécoms, est-ce qu'ils sont assez démocratiques pour laisser à tout le monde avoir bon, c'est un peu plus sophistiqué parce que c'est les médias, mais je vais donner l'exemple au Rwanda. Comme normalement c'était ouvert pour le privé, mais comme personne n'est venu se présenter et qu'il y avait cette date, en tout cas pour la télévision, le gouvernement s'est dit autant investir maintenant. Comme ça, on ne laisse pas à des gens commencer en analogique et puis les obliger de basculer à un certain moment et faire ce genre d'investissement. Donc, mais ils ont laissé la porte ouverte maintenant pour des privés d'aussi devenir des distributeurs de signal. Donc, ça, le problème ne serait pas là. Ça dépend aussi quel style de pays est-ce que vous avez, quel est le cadre en général. C'est ça qui va dépendre la vraie question démocratique ou non. Mais je veux bien laisser répondre. Est-ce que Jacques, tu ne peux pas enfoncer le clou Oui, je veux dire deux choses. D'abord, il n'y a pas que l'émetteur. Suivant les normes adoptées, il y a le multiplexeur avant l'émetteur. Le multiplexeur, c'est un nouveau métier que je décrivais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va réunir 10 radios, qui va encoder les sons de chacune des radios pour les amener à l'émetteur qui, lui, les diffusera. C'est donc pas un, mais 2 intermédiaires qu'on met. Et ça va compliquer les choses. Deuxième, oui, peut-être. Hein. Deuxième chose, le Rwanda, si je ne me trompe, ne connaissait pas une foison de radios associatives. Ne connaît pas une foison de radios associatives. Alors c'est vrai qu'au Rwanda, par exemple, dire on crée de nouvelles radios et directement on le passe en numérique, elles n'ont pas le problème de la double émission. On peut se trouver dans une configuration qui ressemble à celle de la télé dans d'autres pays. Mais au Burundi, où il y a 30 ou 40 radios, au Congo démocratique, où il y a 250 radios, 350, ça a augmenté depuis la dernière fois que j'ai lu. Bon, donc où il y a de très grands nombres de radios, chaque radio c'est un problème, un cas, etc. Et c'est sûr que ça risque de porter atteinte à la survie de tous ces médias. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'il faudra étudier le problème pays par pays, voir comment les choses se posent si cette solution est imposée. Et c'est vrai qu'il faudra de toute façon négocier la continuité des services. Il me semble que la thématique de la continuité du service est la meilleure thématique possible pour discuter avec les pouvoirs publics. Et ceux qui l'ont imposé, c'est l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. C'est les réunions de l'UIT qui en sont arrivées là, qui ont fixé d'abord le 15 juin 2015 et qui ont repoussé maintenant à 2020 et un peu plus loin. Et les dernières, à la réunion de Dakar ou de Ouaga, de Dakar je crois, il y a quelqu'un de l'UIT qui m'a dit que de toute façon, la radio, ils n'imposeraient pas. Que ça pourrait... Alors je ne sais pas s'il donnait son avis personnel, si... Hein? C'est vrai, c'est obligatoire pour les télévisions, mais les radios, on n'en est pas encore à... Voilà. Oui, Aziza. Ça, c'est pour assurer ce que j'ai dit. Vas-y. J'avais juste une préoccupation parce que chez nous, on entend télévision numérique, radio numérique. Alors, je comprends que ces radios, ces télévisions ne sont pas numériques. Alors, je crois qu'il y a vraiment une grande confusion et c'est bien que les responsables des radios soient là-bas, soient ici, parce que
l'idée c'était que quand on a un équipement moderne, des ordinateurs, on traite le son, voilà, on dit directement qu'on est passé au numérique. Donc je crois que... Ça, c'est la production. C'est la production. Ah, merci beaucoup. L'UT demande de la diffusion numérique. C'est pas du tout pareil. Il y a cette confusion. Lorsqu'on doit comparer les pays du tiers-monde à ceux qui ont avancé, qui ont suffisamment avancé, c'est souvent, on dit que nous avons brûlé les étapes, puisqu'il y a ceux qui ne maîtrisent même pas cette technologie analogique, c'est ça le terme, mais qui doivent faire les transferts vers celle qui est numérique. Donc, on comprend qu'il y a... Donc, on ne tient pas compte des pays en voie de développement, comme on le dit. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des mécanismes quand même, des mises à niveau de ces pays qui sont encore en retard par rapport aux autres, avant d'être évalués de la même manière. On parle des objectifs des millénaires pour le développement, qui seront évalués, je ne sais pas, en 2015. Mais et l'Afrique, et l'Europe, les États-Unis, tous seront évalués de la même manière et au même moment. Maintenant, là, c'est le numérique. D'autres sont encore en train de se rechercher, ne comprennent rien, mais quand même, ils seront évalués. Donc, on ne tient pas compte des plus faibles. Est-ce que réellement, il ne pourrait pas y avoir d'abord un mécanisme de mise à niveau, comme je voulais le dire? Merci, c'était ça ma question. Si c'est une question sur le mécanisme de décision, je signale qu'à mon grand étonnement, tous les pays africains ont signé la décision de l'UIT. Et quand j'étais à la réunion de Ouagadougou avec des décideurs de niveau ministériel, ils n'étaient pas au courant que leur État avait signé. C'est-à-dire que les gens ont signé et qu'ils ont signé comme il se passe dans beaucoup de choses, en se disant que rien n'allait se passer. Et quand ils se rendent compte que tout d'un coup on met le couteau sous la gorge, là les gens comprennent qu'il y a un problème. Et je m'excuse, mais c'est un peu comme ça que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est un peu le problème. Alors donc c'est au niveau aussi des États. Les États sont indépendants, sont légitimes. Ils peuvent refuser. On peut, au niveau d'un État, dire non, le coût, étant donné les conditions actuelles, le coût du passage au numérique est trop exorbitant, on ne le fera pas dans ce délai, on ne le fera pas du tout, on le fera mais avec ses moyens, à condition qu'il y ait un mécanisme d'aide qui vienne de l'extérieur. Enfin, après, on peut mettre en fonction c'est des négociations. Mais je pense que c'est à ce niveau-là aussi que les choses doivent se décider. Ils se décident à votre niveau, c'est-à-dire vous, dès aujourd'hui, signaler à vos responsables institutionnels que ce problème peut être un gros problème. Du côté technique, on est en train de s'organiser pour mettre en place tous ces mécanismes qui nous permettront de pouvoir au moins être prêts en même temps que les autres. Il y a des rencontres ici, là. Il y a des rencontres avec les bailleurs pour réellement nous aider pour ce qui est des finances, pour réellement nous aider pour ce qui est des émetteurs, pour nous aider pour ce qui est de l'expertise, qui nous permettra de pouvoir être prêts pour ce qui est de cette immigration. Pour ne pas entrer en détail, je pense que je suis avec le directeur général de la télévision, Radio Télévision Nationale. Il possède une certaine notion plus avancée de technique. Je pense qu'il peut nous donner de certaines informations à sa possession. Je vous remercie. Je voudrais seulement vous demander d'être laconique. Naturellement, je le suis, mais... Les organisateurs pourraient peut-être vous réserver un moment un peu plus long. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu fatigué. Effectivement. C'est peut-être pour cette raison que la plupart n'ont rien compris. Mais pour vous, si on vous réservait un bon moment le matin, là, tu pourrais quand même nous aider à comprendre. Merci beaucoup. Mais vous avez la parole quand même. Je disais juste qu'il était difficile d'intervenir juste après le ministère quand on est DG. Merci beaucoup pour l'orientation. Probablement que demain j'aurai un espace assez suffisant pour bien naturellement apporter ma modeste contribution. Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'organisation internationale qui a imposé cette date ne va pas venir nous bombarder. On va continuer. Je suis très rassuré parce qu'en France, ils ont aussi les mêmes problèmes. Et ce sont
c'est parmi les grands décideurs. On va vous suivre, Jacques, et on ne mourra qu'après vous. Mais avant de clôturer, je voudrais quand même vous remercier sincèrement, parce que modéré, dans l'après-midi, avec le repas, la plupart seraient en train de dormir, mais tout le monde était éveillé. Ils ont suivi votre exposé, assez limpide, très concis. Et je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on peut avoir ce texte pour nous permettre de mieux appréhender le problème? Parce que bientôt, nous allons porter le débat à la place publique dans nos pays, pour que nos pays fassent machine arrière, pas pour la technologie, mais au moins pour la date, et gardent la dignité de grand nègre. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas refuser le progrès et on ne l'arrête jamais. Sur ce, merci de m'avoir accordé la parole. Tarsis, où est-ce qu'il est? Je crois que pour ce qui me concerne, la parole est à vous. Merci, Jacques. Peut-être que je peux dire un tout dernier mot. Ceux qui veulent le texte, que je l'ai sous forme écrite en PDF, vous me laissez votre adresse Internet et je l'enverrai à qui le veut. Très bien. C'est pas un problème, ça. Encore un applaudissement.